Bonjour à tous, donc je suis Bernard Debouche, directeur produit marketing de Systentia. Je suis très heureux de démarrer cet après-midi avec vous sur la cybersécurité de la Smart City. Quand on entend le constat fait par Tenacity, les attaques des villes, on peut écouter l'Italie, des villes qui se sont fait attaquer. J'espère qu'on n'est pas venu pour broyer du noir. Voilà, le biais que je voudrais prendre, c'est plutôt un biais optimiste et positif, est assez orienté vers les solutions, les opportunités. Voilà, donc je vous propose d'évoquer les politiques et les technologies de sécurité qui sont aujourd'hui effectives et appliquées dans l'informatique et dans l'industrie. On peut aussi les appliquer à la Smart City. Et pour démarrer mon propos, je voudrais donner un peu le fil rouge de ce que je voudrais introduire. Tout d'abord, le fait que la menace nécessite une protection, qu'il y a des solutions aujourd'hui de protection dans l'industrie et dans l'informatique qui peuvent s'appliquer au Smart City, que dans ce cadre-là, les accès à privilèges sont quand même très importants. Je pose la question aussi du périmètre de sécurité de la Smart City. C'est une question qu'on peut se poser. Le périmètre de sécurité classique d'une entreprise, on sort un peu de ce périmètre de sécurité avec le cloud, le SaaS, etc. dans l'informatique. On verra que la Smart City explose quelque part ce périmètre. Et du coup, la nécessité d'une autre approche, le fait que l'approche Zero Trust, ce n'est pas du buzz, c'est une réalité qui peut-être est une bonne approche dans ce cas-là, que dans ce contexte-là, l'identité devient vraiment la pierre angulaire et que de la pierre angulaire, ça peut aussi devenir une opportunité de nouveaux services pour les vies. Voilà. L'idée, c'est de voir comment des contraintes ou des difficultés peuvent se transformer aussi en opportunités. Quand j'ai regardé le sujet Smart City, je trouve que le sujet est assez complexe. J'étais hier à Innopolis et j'ai discuté avec un responsable Smart City d'une grande commune de l'agglomération parisienne. Et il me disait, c'est un peu fourre-tout. Voilà, il y a beaucoup de domaines applicatifs quand même quand on voit les citoyens, l'éducation, la culture, la construction, les habitations, la voirie, la santé. Enfin, il y a vraiment beaucoup de sujets. Et il me disait plutôt, c'est comment faire du développement durable dans chacun de ces domaines. Enfin, c'est la façon dont il le formulait lui-même. Il y a une autre problématique assez caractéristique pour la sécurisation, c'est le fait de considérer à la fois l'existant et du nouveau, parce que effectivement, on va automatiser beaucoup de choses, donc il y aura beaucoup de nouveaux. C'est un mélange à la fois de numérique, d'informatique, d'industriel, d'objets connectés, électroniques, dans une interconnexion de réseaux assez ouvert. Donc, comme je disais, ça fait exploser un peu le périmètre de sécurité, dans une convergence aussi physique et cyber, avec des ordinateurs qui sont disséminés, donc beaucoup d'ordinateurs de taille réduite, donc on peut moins déployer de choses sur ce type d'ordinateur. Une très grande hétérogénéité. Je faisais le parallèle dans l'industrie et l'informatique, par exemple. Quand on fait des accès à privilèges dans l'informatique, on a Windows, on a Linux, quoi. Il y a des standards RDP, SSH. Bon. Quand vous regardez le sujet de l'industrie et que vous l'augmentez avec les Smart Cities, vous explosez un peu ce contexte des environnements et du coup, il y a une volumétrie énorme aussi des actifs à protéger. Alors, si je regarde aussi que je suis sur les aspects spécifiques plus de la Smart City du point de vue de la cybersécurité, si je regarde les risques et les principaux et spécifiques, il y a tout d'abord du fait de cette interconnexion de réseau, un risque d'expansion et d'interconnexion de la surface d'attaque. Et du coup, un déplacement latéral qui est facilité. Il y a aussi un risque beaucoup plus fort d'attaque de supply chain, puisqu'il y a beaucoup plus de logiciels embarqués, de techno embarqués, dans plein d'équipements qui sont assez différents. Et du fait là aussi de la croissance des capteurs, des remontées de données, des centres de traitement, d'analyse de données, il y a toute cette nécessité d'automatiser l'exploitation, donc d'utiliser aussi l'intelligence artificielle pour ça. Et ça, c'est un lieu où on aime bien injecter des charges un peu malveillantes un peu partout pour attaquer ces systèmes.
Et sur ces risques importants, se rajoute comme une chape de plomb, j'allais dire, cette nouvelle réglementation quand même de l'Europe, hein, qui est positive, on va dire, mais qui est une réglementation assez forte, et qui est la Cyber Resilience Act, qui impose donc pour tous les équipements qui ont une composante numérique bien d'adresser les sujets de cybersécurité, par exemple de faire des mises à jour de sécurité séparées sur ces systèmes. Et donc les villes devront s'assurer que les vendeurs s'y conforment, d'une part. Et d'autre part, effectivement, le CRA demande en fait une sécurité by design, c'est-à-dire que tous les processus amènent à des solutions sécurisées par le processus par lequel elles sont réalisées. Il ne faut pas oublier non plus le côté évaluation. Nous, on voit bien dans l'expérience numérique que ce n'est pas parce qu'un produit a été bien conçu qu'il ne faut pas faire des tests d'intrusion, par exemple, en temps réel. Donc voilà, il y a aussi toute la partie évaluation qui est importante. Alors, dans le domaine de la cyber, je suis obligé de caricaturer un petit peu, je m'en excuse, mais on va dire qu'il y a deux grands pans. Il y a le pan de tout ce qui est détection et réponse, avec tout un pan de solutions de ce côté-là. Mais on peut dire que quand on détecte, c'est peut-être déjà trop tard. C'est-à-dire que quand vous détectez quelque chose et que c'est probablement malveillant, peut-être que le hacker, il est là depuis une semaine, un mois, 6 mois. D'où l'importance de s'occuper de la protection. Et j'aimais bien ces deux phrases qui donnent comme un guide, comme une approche pour la protection des systèmes. C'est votre surface d'attaque détermine ce que vous protégez. Donc toute l'analyse de la surface d'attaque en amont qui détermine ce qu'on veut protéger. Et ensuite, ce que vous protégez détermine ce que vous architecturez. C'est-à-dire que l'architecture soit réalisée à partir de ce que vous voulez protéger. Et effectivement, ce qu'on protège, c'est beaucoup de choses. Hein. C'est des services, des serveurs, des applications, des données, des réseaux, des équipements, des devices, des objets connectés, etc. Et ce qu'on voit, c'est que là, effectivement, des solutions qui sont appliquées aujourd'hui et qu'on applique aujourd'hui dans l'informatique et dans l'industrie peuvent servir aussi dans la Smart City. Alors, du point de vue politique et technologie, je voudrais simplement donner quelques exemples. Je pense que la politique Zero Trust s'applique particulièrement bien à la Smart City, du fait que, comme je disais, le périmètre de sécurité a un peu volé en éclats quelque part, et que l'approche Zero Trust, c'est exactement ça, c'est enfin, j'y reviendrai sur la définition de l'ANSSI, mais c'est sortir de ce périmètre réseau classique, on va dire. Je ne sais pas si vous le savez, mais aux États-Unis, il y a un mandat fédéral d'obligation pour toutes les administrations fédérales d'avoir une politique Zero Trust. Et on sait que quand ça part du fédéral, ça peut descendre aux États et aux collectivités. Donc voilà, il y a un vrai enjeu autour du Zero Trust et j'y reviendrai. Je vais faire un petit zoom là-dessus. Et ensuite, du point de vue des technologies, toutes les technologies d'accès, la gestion des identités, la gestion de l'authentification multifacteur, la gestion des accès à privilèges, tout ce qui est protection des réseaux, etc., la détection et la réponse, il y a des technologies en place. C'est vrai que, comme le disait la personne de Tennessee, il y a parfois une prolifération de technologies, difficile à intégrer, difficile parfois à paramétrer. Donc il y a peut-être une convergence vers des plateformes, hein, c'est ce qu'il a dit. Donc il y a aussi ce côté-là, peut-être avoir une convergence vers des plateformes de cyber pour la Smart City. Ça peut être quelque chose de tout à fait intéressant. Je voudrais faire un zoom sur la partie Zero Trust, donner une vision un peu de l'ANSSI par rapport au Zero Trust. Le fait que l'accès sur la ressource est basé, j'aime bien cette expression, sur le besoin d'en connaître. L'histoire du moindre privilège, du privilège juste à temps et du zéro privilège résiduel, c'est-à-dire que le privilège ne soit vraiment octroyé qu'au moment de l'accès, non pas l'utilisation, mais l'accès vraiment à la ressource, et qu'il soit retiré une fois que la ressource n'est plus accédée.
Le fait que l'accès soit aussi octroyé dynamiquement en fonction de deux choses qui sont importantes, c'est le contexte et le comportement. C'est quand même un peu révolutionnaire, j'allais dire. Donc le contexte, ça peut s'appliquer effectivement à des personnes et à des équipements. Le contexte, c'est quelqu'un qui est en télétravail ou quelqu'un qui est au bureau n'aura pas les mêmes droits. Je ne vais pas donner les mêmes droits à un collaborateur, à un prestataire. Je ne vais pas donner les mêmes droits si c'est un équipement managé par la ville ou un équipement qui n'est pas managé par la ville. Voilà, il faut différencier les droits et les accès en fonction du contexte et le comportement. Et même le contexte et le comportement, l'ANSSI dit que ça doit être évalué pendant l'usage. C'est-à-dire, on ne sait pas une fois qu'on a que l'authentification est passée, on peut se dire c'est bon, il a le droit de faire ce qu'il veut. Non, ça doit être aussi vérifié dans le courant de l'usage. Et là, c'est un gros challenge de ce point de vue-là. Les Zero Trust s'appliquent à la fois aux personnes et aux équipements. Il y a tout un thème sur la segmentation des réseaux qui est essentiel aussi dans cette architecture Smart City. On connaît par exemple un peu un équivalent dans l'entreprise avec le silotage AD, la segmentation de l'accès à des réseaux silotés dans l'entreprise. L'architecture dans la Smart City doit envisager toute cette segmentation des réseaux pour éviter les déplacements latéraux. Dans cette approche Zero Trust, l'identité devient vraiment la pierre angulaire, dans le sens où l'accès est géré entre une identité et une ressource. Ça n'est plus défini par le réseau. Et l'identité, elle intègre le contexte et le comportement. Donc ça, c'est vraiment essentiel, que l'identité soit considérée au sens large. Quand on parle de Zero Trust, il y a des modèles de maturité qui existent, plutôt outre-Atlantique. Je ne sais pas si vous avez vu le modèle de maturité du CISA, qui est l'ANSSI américain. Je le trouve très actionnable et opérationnel. Il y a le modèle de maturité de Forrester, qui est aussi très actionnable et qui permet vraiment de le décliner en fait en plan d'action dans l'organisation. C'est peut-être un axe aussi pour la Smart City, de se donner un modèle de maturité Zero Trust pour la Smart City. Et puis autre chose aussi, c'est que le Zero Trust, c'est pas qu'une politique, de gestion des accès, c'est aussi des caractéristiques intrinsèques de l'infrastructure. Je vais donner un exemple technique pour l'illustrer. On connaît tous les attaques brute force sur des protocoles classiques en RDP, SSH, etc. Le fait de ces attaques brute force utilisent ces protocoles sur des protocoles standards, sur les ports standards, des ports réseau standards, et bien le fait de proposer des ports volatiles et aléatoires, par exemple, évite ce type d'attaque. C'est une caractéristique intrinsèque d'une infrastructure. Ce n'est pas une politique forcément de sécurité. Et enfin, sur l'axe technologique, je me focalise sur deux technologies qui me semblent essentielles dans ce cas de la sécurité de la Smart City. Comme je l'ai dit, c'est la gestion des identités, c'est un peu la pierre angulaire, c'est un peu le début de tout. Ça s'applique aux personnes, ça s'applique aux équipements. On peut utiliser des fournisseurs d'identité de référence publiques, France Connect, etc. Nous, ce qu'on voit aussi, il y a des projets dans des conseils départementaux, des conseils régionaux, pourquoi pas dans des villes, qui créent eux-mêmes leurs propres fournisseurs d'identité, qui deviennent fournisseurs d'identité eux-mêmes et qui peuvent offrir ce service, en fait, sur leur territoire. Donc, il y a des projets qui existent dans ce domaine. C'est aussi une opportunité d'offrir de nouveaux services sur le territoire. Et l'autre technologie, je l'ai dit, en termes de protection et de protection essentielle, quelque part, les accès privilèges sont un peu la première brique à mettre en place quand on est dans la problématique des accès, puisque ce sont les accès de ceux qui mettent à jour le système, maintiennent le système, voilà. Et donc là, il y a des sujets quand même assez complexes que nous, on a pu aussi découvrir dans le monde industriel. C'est assez comparable.
Tout d'abord, toute l'hétérogénéité des vendeurs, des constructeurs, et leur approche par rapport à toutes leurs applications de pilotage des différents systèmes, et comment je donne un accès sécurisé en fait à ces applications, à ces automates, etc. Donc nous on a vu une grande diversité en fait, une grande hétérogénéité de fournisseurs, de cas d'usage, aussi d'architecture. Et puis aussi éviter de devoir avoir 36 solutions et donc d'arriver sur des solutions où on peut segmenter les usages dans la même solution. Probablement que les solutions d'accès doivent être nativement zéro trust pour la Smart City, puisqu'on est dans une architecture native réseau très ouverte. Et ensuite, il y a la question de la volumétrie pour la Smart City, qui est un enjeu colossal, à la fois la volumétrie des équipements, mais du coup, en accès et en supervision, la volumétrie des événements, et comment découvrir une aiguille dans une botte de foin, c'est-à-dire détecter au plus tôt, proactivement quasiment, voilà, un signe malveillant. En synthèse, je dirais que la politique Zero Trust est bien adaptée à la Smart City. Il y a quand même une vraie tendance sur le sujet. Les solutions cyber pour l'informatique et pour l'industrie s'appliquent bien à la Smart City. Il faut prévenir, forcément qu'il faut guérir, mais il faut prévenir. Donc la protection est quand même l'élément essentiel. Et comme je dis, il y a la surface d'attaque, ce qu'on veut protéger, et ensuite l'architecture. La protection passe par la pierre angulaire qui est la gestion des identités, qui est le nouveau périmètre de sécurité, on dit que c'est le nouveau périmètre de sécurité, et des accès à privilèges, et que en partant de là, ça permet aussi d'offrir de nouveaux services à la collectivité, aux habitants de la ville, et pourquoi pas, une ville pourrait devenir le France Connect de son territoire, ou offrir voilà, de nouveaux services aux citoyens, mais ça c'est connu. Voilà, je vous remercie de votre attention.